Donc bonjour à tous, merci d'être venus de bon matin à ce rendez-vous du festival L'Être et le Vivant, dont je suis un habitué, que j'adore ce festival, donc merci beaucoup. On va passer 1 heure et demie ensemble. On a une table ronde ici avec trois autrices, deux philosophes, une naturaliste, Laurence Paoli, que je vais présenter brièvement. Donc voilà, on va discuter entre nous du thème du jour qui est la question de la splendeur du monde et de notre admiration devant la splendeur du monde. Et puis ensuite, on ouvrira à vos questions et à vos échanges et ce sera poursuivi par une séance de dédicace. Alors je présente rapidement et dans l'ordre de présence les autrices. Donc Laurence Paoli a travaillé longtemps au Muséum national d'histoire naturelle. Elle y a créé le premier service, donc depuis les années 1990, elle y a créé le premier service de communication spécialisé dans la conservation de la biodiversité animale. Donc c'est un sujet très à la mode, la question de la biodiversité, de son effondrement, de l'extinction, mais dès les années 1990, elle s'est occupée de cette question. Elle est aujourd'hui à la tête d'un cabinet de conseil en communication orientée vers l'environnement qui s'appelle Urban Nomade. Et elle a publié différents livres qui traitent toujours de la question animale, mais sous des angles différents. Alors, aux éditions Buchet-Chastel, en 2019, est paru Zoo, un nouveau pacte avec la nature. En 2022, toujours chez Buchet-Chastel, un livre intitulé Quand les animaux nous font du bien, enquête sur ces compagnons qui rendent nos vies meilleures. Donc c'est la forme de l'enquête. Et cette forme de l'enquête, on le retrouve dans le dernier opus, qui est une enquête vraiment très ambitieuse, je dirais à l'américaine, très très documentée, sur la pollution sonore dans les océans, qui est paru chez Actes Sud et qui s'appelle Le Champ perdu des baleines. Et c'est principalement sur ce livre-là qu'on va échanger aujourd'hui, même si les autres seront présents en filigrane. Donc Joëlle Zask est philosophe, elle est l'autrice d'une œuvre qui interroge à la fois la dimension de nos liens avec la nature, mais aussi de nos liens avec la démocratie et de la manière de construire une existence commune. Donc professeur de philosophie à l'université Aix-Marseille. Elle s'inscrit dans un courant qui est la philosophie pragmatiste dont on aura un peu à parler aujourd'hui. En gros, c'est la filiation d'auteurs américains comme William James et John Dewey, mais n'ayez pas peur, on expliquera de quoi il s'agit. Mais c'est une philosophie, la philosophie pragmatiste, qui a cette particularité qu'elle pratique aussi l'enquête, à sa manière. C'est d'ailleurs ce qui amène Joëlle Zask à s'intéresser à des sujets qui ne sont pas les objets habituels de la philosophie, on va dire, classique universitaire. Et donc, les titres ou les thèmes de ces essais l'illustrent assez bien, cette démarche. Il y a eu un livre qui a pas mal marqué, qui a eu le prix Pétrarque de l'essai en 2019 sur les méga-feux liés au réchauffement climatique, quand la forêt brûle. Se tenir quelque part sur la Terre, comment parler des lieux qu'on aime, aux éditions Premier Parallèle, c'est l'éditeur qui vous suit depuis un moment, c'est une réflexion sur la manière dont nous habitons le monde. Admirer, éloge d'un sentiment qui nous fait grandir, Premier Parallèle 2024, c'est le thème que nous allons directement traiter, le thème de l'admiration. Et puis je signale la reparution d'un livre qui s'appelle L'art au grand air, et qui porte, c'est vraiment un sujet assez curieux, assez presque insolite, mais passionnant, qui porte sur les œuvres d'art qui se trouvent en extérieur, pas dans des musées, pas dans des salons, mais au grand air. Donc l'art au grand air, là aussi c'est une réflexion philosophique assez novatrice. Laurence de Villers, donc vous êtes normalienne, agrégée, spécialiste du siècle classique de Descartes, à qui vous avez consacré votre thèse de doctorat, de Leibniz. Vous avez publié beaucoup de livres. Alors, sur des sujets très très divers. Vous avez d'abord publié des textes, notamment aux presses universitaires de France, Descartes, Leibniz, les vérités éternelles, et Descartes et la connaissance de Dieu chez Vrin, des textes, on va dire, universitaires, enfin des textes documentés, une littérature très académique, très classique. Avant de partir d'explorer des chemins les plus divers depuis quelques années. Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal aux presses universitaires de France en 2019, ça a peut-être marqué d'ailleurs un tournant dans la manière d'écrire. Ensuite, il y a eu Petite philosophie de la mer, qui a eu un large succès critique et public chez La Martinière en 2022. La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté chez Stock en 2024. C'est principalement cet ouvrage qui va nourrir nos échanges. Voilà, donc toute une série de livres dans lesquels vous nous invitez, dans une langue qui devient plus littéraire, à des promenades, à de l'admiration, à des exercices spirituels.
je vais vous donner la parole. Voilà, c'était après cette présentation. Donc, la première chose sur laquelle j'aurais aimé vous interroger, c'est sur la question de l'admiration. La première question que je me pose, mais c'est à quoi bon admirer ? À quoi ça sert d'admirer finalement la nature. Et je vais commencer par vous, Laurence de Villers, parce que la notion d'admiration est très présente dans la pensée d'un auteur que vous connaissez bien, à qui vous avez consacré votre thèse, comme je viens de le dire, c'est-à-dire Descartes. C'est un philosophe de l'admiration. Donc c'est quoi l'admiration selon Descartes et selon vous? Je vais juste dire un petit mot avant que tu embrayes comme ça sur Laurence de Villers. Non, c'était parfait. J'ai juste un petit mot pour accueillir tout le monde. Bon, merci à tous d'être là. Merci pour votre curiosité et votre enthousiasme. On t'adore, Alexandre. Et on a déjà passé une merveilleuse soirée hier autour de ce film magnifique de Vincent Munier qui était en avant-première, donc vraiment sur la question aussi de l'émerveillement. Donc merci à vous pour votre curiosité. J'aimerais que pour cette 4e édition du Festival L'Être et le Vivant, vous faire cette proposition que nous offre la littérature, mais aussi la nature. L'émerveillement comme résistance à la morosité générale, puisque notre époque est plombée de 1000 manières. Mais l'émerveillement aussi comme résistance à l'inertie et comme préambule à l'action. Je me disais que si ce qui vit et vibre nous émeut, alors cela nous met littéralement en mouvement. Alors il y a de fortes chances pour que nous mettions tout en œuvre pour le protéger. Avant donc de laisser la parole à Alexandre de Philosophie Magazine, donc qui nous fait l'amitié de venir presque chaque année, et qui va animer donc cette belle rencontre avec 3 femmes exceptionnelles, donc Joëlle Zask, Laurence de Villers et Laurence Paoli, j'aimerais vous faire entendre un son, ou plutôt un chant, qui nous invite déjà justement à l'étonnement et à l'admiration, et au croisement desquels se trouve justement l'émerveillement. À toi, Christian. Qu'est-ce que c'est selon vous? Ça va être difficile de passer à Descartes après ça. Mais je pense qu'il apprécierait. Hein. Ben oui, alors, désolé pour le petit couac. Bon, j'ai pris la parole en premier, mais peut-être que Laurence Paoli, vous pouvez nous dire ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes peut-être la mieux qualifiée pour reconnaître. C'est le son d'une baleine à bosse, en fait. Voilà. Une baleine à bosse. D'une baleine à bosse. D'accord. C'est extraordinaire, merci. Elle chante ou elle parle? Elle chante, mais quand elle chante, elle parle, puisqu'elle passe des informations. Voilà. D'accord. Alors on va y revenir. Donc, cette question de l'admiration, pour commencer un peu par les définitions, donc effectivement, en philosophie, c'est Descartes qui la lance. Ah oui, c'est une grande originalité. Dans son traité des passions, c'est l'article 70, si je ne me trompe pas, mais vous vérifierez. Mais je suis passée à Pascal maintenant, donc Descartes... Je lui ai tourné le dos, mais je crois que je suis presque sûre que c'est l'article 70 dans le traité des passions, et c'est la grande originalité cartésienne. D'écrire un traité des passions à cette époque, c'est pas du tout original. Et ces traités sont les ancêtres de ce qui va donner la psychiatrie française au XIXe. Donc c'est important de se dire que quand ces auteurs-là parlent de passion, c'est la matrice de la psychiatrie future. Mais il a cet article 70 notamment, et il parle d'admiration, et ça c'est totalement cartésien, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il dit, de mémoire, l'admiration est cette surprise subite de l'âme qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les choses qui lui semblent rares et extraordinaires. Donc en fait, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important, c'est qu'en réalité, sans admiration, il n'y a pas de rapport au monde, il n'y a pas de rapport au réel, il n'y a pas de rapport à ce qui est. Pour Descartes, cette surprise subite de l'âme, c'est une manière de casser, je vais le dire avec des termes qui sont les nôtres, de casser une routine, une familiarité. Plus tard, d'autres philosophes diront une attitude naturelle qui fait que oui, bon, bah, c'est la réalité, c'est comme ça. Et Descartes montre qu'on ne peut rien voir en réalité, on ne peut même rien connaître, c'est ça qui est intéressant, parce que vous savez, on a une image caricaturale de Descartes, hein. Tous les beaux-frères du monde disent non, mais moi je suis cartésien, j'ai un esprit cartésien, et ils se trompent totalement. En tout cas, maintenant, on ne le dit plus devant moi. Mais, donc, Descartes montre que pour voir et connaître quoi que ce soit, il faut en passer par l'admiration, parce que l'admiration est précisément au sens littéral ce qui vous permet de voir quoi que ce soit. Vous allez me dire, bah,
Voir, on n'a pas besoin d'admirer pour voir. Voir, on voit. Ben non, justement, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, ça m'a guidée aussi dans mes travaux. C'est que nous ne voyons pas. Nous n'entendons pas, nous ne voulons pas connaître. L'évidence est la chose qu'on voit le moins facilement, et la réalité est ce qu'on veut ne pas voir. Donc sans admiration, non seulement on n'a pas de rapport au réel, appelez-le comme vous voulez, à ce qui est, au monde, mais on n'a pas de rapport à soi. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc l'admiration déclenche l'attention, et l'attention c'est quoi en termes cartésiens? C'est ce qui fait que pour vous, il y a quelque chose. Je ne dis même pas quelque chose à penser, il y a quelque chose. Si vous n'avez pas l'admiration, en fait, il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien. Donc c'est assez radical. Alors toujours sur ces définitions, il y a une autre définition qui m'intéresserait. Vous choisissez de parler de la splendeur du monde et pas de la beauté. C'est quoi la splendeur? Apparemment, ça vous a plu. J'étais bien embarrassée. Alors, vous avez dit, j'ai des publications diverses, mais en fait, j'ai des obsessions. Elles ne se voient peut-être pas, mais chaque livre est la même obsession. Quand je serai à l'article de la mort, je dirai laquelle, mais pour l'instant, c'est ce qui fait que j'écris encore des livres. Et puis, j'ai des auteurs que j'ai admirés, ouais, je vais le dire. Il y a Kant. En philosophie, c'est pas difficile. Hein. Kant, c'est le prof dont tout le monde a rêvé, je pense. Et je vais dire ça en toute modestie, hein, parce que vraiment, il n'y a pas de comparaison entre lui et moi, évidemment. Donc, écoutez d'abord la modestie. En fait, il a formalisé deux grandes catégories pour penser le beau, qu'il soit naturel ou culturel, peu importe. Et ça, c'est intéressant de dire peu importe. Moi, je suis contre la distinction. On y reviendra sans doute. Il y a la beauté. Et là, je vais le dire avec mes termes à moi, hein, pour vous irez lire Kant, c'est beaucoup mieux, mais je vais le dire avec mes termes à moi. Il y a la beauté qui se signale d'une certaine façon, ce qui fait qu'il y a des musées où on vous dit c'est beau, que vous l'aimiez ou pas, peu importe, ça aussi c'est un problème de Kant, que vous aimiez ou pas, peu importe, c'est beau. Il y a quelque chose, quand vous êtes devant la beauté, vous savez que vous êtes devant quelque chose qui n'est pas seulement un objet, qui n'est pas du vivant non plus, c'est pas un animal, même si vous pouvez dire d'un animal qu'il est beau, ou de la mer qu'elle est belle, et c'est pas non plus une abstraction. C'est quelque chose à part qui fait que vous dites c'est beau. Donc le beau, d'une certaine façon, je dirais, vous ne pouvez pas passer à côté. Il se signale. Le sublime, l'autre grande catégorie, le sublime, en réalité, c'est pas vraiment beau. C'est plus terrifiant que beau, ou en tout cas les deux à la fois. Ce qui fait que devant le sublime, une mer déchaînée. Devant le sublime, vous avez du mal à dire c'est beau, vous vous sentez presque comme écrasé par ce que vous voyez. Il y a cette espèce d'exclamation ou de soupir d'extase, et puis on est sans mots. Et moi, j'étais un peu gênée parce que j'avais des expériences personnelles, intimes, qui n'étaient ni la beauté, parce que d'une certaine façon, c'était trop modeste, ni le sublime, parce que c'était une sorte d'abondance et de trop-plein de beauté, mais je ne me sentais pas du tout écrasée, je me sentais au contraire vivante comme jamais. Et j'ai pris le mot de splendeur. Alors, pour faire très snob, le mot de splendeur, ekphanestaton en grec, je le dois à Platon. Ça, c'est pour faire snob, je ne l'ai même pas mis dans le livre. Donc il y a toute une filiation. Platon dit que le beau, ekphanestaton, c'est ce qui brille. Ça va donner cette grande esthétique. Alors, là, on le voit peut-être un peu moins, mais pensez à Notre-Dame restaurée. Elle joue à plein cette esthétique de la clarté, la claritas, dans l'idéal chrétien, augustinien, chrétien, qui est du néoplatonisme, en fait, hein, qui est une façon de lire Platon. Donc c'est la lumière qui fait la beauté, parce que Dieu lui-même, il n'est pas ténèbres, il est lumière. Donc, et ça va être traduit souvent, on va avoir du mal à le traduire, mais en latin, splendor, ce qui brille le plus, ce qui brille. Et moi, j'ai eu la sensation, effectivement, que quand vous voyez une splendeur, je vais y revenir comme exemple, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'allume dans le monde, mais en vous aussi. Il y a comme une disposition en vous qui était éteinte et qui s'allume. Et là, vous dites, c'est beau, ou alors, splendide. Cette splendeur, elle peut être, c'est la différence avec le beau et le sublime, complètement modeste. Ça peut être, encore une fois, je ne fais aucune distinction entre nature et culture. Ça peut être la photographie, je ne sais pas si vous voyez, de Saul Leiter, par exemple, il joue beaucoup sur les cadrages, c'est la lumière qui fait un reflet dans une vitre. Ça peut être un jeu de lumière. Ça, par exemple, c'est assez beau. Les vitraux qui donnent là, ça peut être un jeu de lumière, ça peut être... Non, c'était splendide.
Ouais, ça peut être le petit mur jaune, l'exemple même, le petit mur jaune dont parle Proust pour parler du tableau de Vermeer, La Vue de Delft. Le tableau est sublime, ou le tableau est beau, mais ce petit mur jaune qui palpite comme un cœur, ça c'est une splendeur du monde. Ça peut être un geste, l'action morale pour moi est une splendeur du monde. Vous ajoutez de la splendeur au monde quand vous êtes gentil. La gentillesse est une splendeur du monde. Ça peut être des tableaux, bien sûr. Donc on peut passer à côté de la splendeur du monde. Elle peut être totalement incognito, elle peut être complètement humble, mais aussi, parce que c'est quand même la splendeur, elle peut être comme une saturation. Vous êtes comme saturé de beauté. Et ça, c'est la splendeur au sens d'opulence. C'est par exemple ce que dit, c'est un exemple qui me vient, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais Baudelaire, dans son poème, il parle des cieux, il dit ces fantastiques immensités, ces ténèbres immenses, ces immensités roses et verts, je dis de mémoire, m'enivrent, me chavirent le cœur comme une boisson capiteuse. Et c'est ça aussi, ces splendeurs, dit-il, me chavirent le cœur, comme une boisson capiteuse. C'est ça aussi la splendeur. C'est peut-être l'exemple qu'on a en premier, de quelque chose où on est comme saturé, c'est trop. Ce qui fait, je ne sais pas si ça vous arrive, deux phénomènes face à la splendeur, on a presque les larmes qui viennent, et c'est difficile à expliquer. Après tout, on n'est pas obligé de le nommer, mais ce chant-parole de la baleine à bosse, oui, je crois que ça fait partie des splendeurs du monde. D'accord. Donc, ça nous fait venir les larmes, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on va en reparler, ou alors on est comme, c'est trop, on a presque envie de passer à autre chose, je ne sais pas si vous savez ça, mais moi quand je suis face à une splendeur, et il y a des pays qui me font ça, où je me dis, il y a quelque chose en trop, vous voyez cette saturation, donc les deux à la fois. D'accord, alors Pardon, très bien, c'est été clair. un peu long, mais je voulais que ce soit clair. En tout cas, ça pose bien la splendeur par opposition à la fois au beau et au sublime kantien. On comprend bien qu'il y a cette notion de clarté de ce qui brille et qui est à l'intérieur du splendide et qui peut être aussi moral, ça j'ai bien noté. Alors Joël Zask, vous avez intitulé un essai admiré et donc vous partez d'un verbe cette fois-ci, c'est-à-dire vous le mettez à la forme active et c'est là-dessus que j'aimerais vous interroger. On pourrait avoir naïvement l'impression que l'admiration c'est contemplatif, voire passif, mais vous reprenez ce thème de l'admiration dans une approche contemporaine, qui est la vôtre, qui est le pragmatisme, et vous en faites autre chose, un engagement actif vis-à-vis du monde. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça ? Oui, merci. Admirer, c'est tourner les yeux vers l'extérieur. En fait, c'est vraiment admirer, c'est en quelque sorte se décentrer par rapport à sa petite personne, par rapport à sa subjectivité, par rapport à ses habitudes. La subite surprise de l'âme dont parle Descartes, c'est un très bon point de départ. Mais cette subite surprise de l'âme est un moteur, c'est un tremplin pour l'action, c'est une incitation à agir. C'est une fois qu'on a opéré ce décentrement, dans une certaine mesure, on est libéré de tout ce qui entrave l'action. Le décentrement est la condition de l'action, c'est-à-dire, dans des termes, je dirais, pragmatistes, la condition d'un nouage de relation avec le monde extérieur. Mais pour se nouer au monde extérieur, que ce soit un champ de baleines, que ce soit un tapis marocain, que ce soit une personne, d'une certaine façon, il faut identifier ce en quoi on peut se connecter à cette chose ou à cette personne, si vous voulez. Et ça ne va pas de soi. Je veux dire, il y a une pathologie où il y a plein de pathologies qui consistent à ne plus arriver à se connecter. Alors aujourd'hui, il est tout le temps question de connexion. Il y aurait des pathologies de la connexion, c'est-à-dire qu'on est tellement enfermé en soi-même, on est tellement limité par la prison qu'est notre moi à partir du moment où on ne sait plus en sortir, qu'on ne sait plus agir, on se sent impuissant. Et l'impuissance, c'est le lit de l'extrême droite, si vous voulez, ou des partis les plus extrêmes. Enfin, je veux dire, politiquement, ça pèse extrêmement lourd dans la balance. Je veux dire, si je suis impuissant, tout m'effraie, tout me panique, je suis une victime, je n'arrive plus à, disons, découvrir en moi une modalité d'exercice de ma puissance d'agir qui est naturelle. Tout ce que je fais confine à l'agitation, ça n'est plus de l'action. Et donc, je pense que l'impuissance est corrélative de l'absence d'admiration. Les gens qui admirent beaucoup sont des phénomènes d'action, en fait. Plus j'admire, plus j'agis. Parce que plus j'admire, plus
je découvre des connexions avec le monde extérieur. Alors ces connexions, elles peuvent prendre des formes incroyablement différentes. Évidemment, bon, on en reparlera, j'imagine, mais la connexion à laquelle Descartes nous invite, c'est l'exploration. C'est-à-dire cette subite surprise de l'âme. Bon, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mauvaises surprises. Hein. Bon, ça, on les laisse de côté. Mais la surprise dont nous parle Descartes, là, c'est une bonne surprise. C'est-à-dire une surprise qui nous stimule, une surprise qui amplifie finalement nos pouvoirs d'observation, d'attention, et qui nous force à considérer avec attention une chose. Et ça, considérer avec attention, c'est une action. Et en ce sens, ça n'est pas une contemplation. Et ça n'est pas non plus, je veux dire, du fanatisme. Enfin, après, il y aurait plein de différences. Mais sur la contemplation, je veux prendre un exemple, parce qu'il y a une énorme différence. Enfin, je continue ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je sais pas. Oui, il y a beaucoup de confusion entre la contemplation et l'admiration. Mais l'admiration, ce n'est pas du tout une attitude contemplative. La contemplation, c'est comme dans Victor Hugo, si vous voulez. En fait, c'est le fait de se pénétrer des qualités d'un objet, non pas pour aller vers l'objet, mais pour revenir à soi. Je veux dire, en fait, le contemplatif, c'est quelqu'un qui utilise l'objet comme un instrument ou une médiation pour, en quelque sorte, s'observer, rentrer en soi-même, découvrir son intériorité. Donc en fait, la contemplation, ça supprime l'objet. Voilà, donc la prière. Enfin, voilà. Donc voilà, donc non, là au contraire, la suppression de l'objet entraîne la fin de l'admiration. L'admiration, elle va tout faire pour préserver l'objet. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est cette modalité très équilibrée entre aller vers l'objet. On va l'explorer. Pour l'explorer, on va le faire bouger, parce que quand on reste face à un objet, ou une personne d'ailleurs, moi, quand j'admire quelqu'un, je vais lui poser 50 000 questions, je vais lui tirer les verres du nez, je vais essayer d'en savoir plus, je ne vais pas rester là comme ça, bouche bée, paralysée. Au contraire, l'admiration, encore une fois, ça va créer la relation, mais c'est une relation qui n'a rien de destructeur. C'est une relation qui, au contraire, va créditer ce qu'on admire de quantité phénoménale de qualité. Alors, on pose bien les définitions. Là, on a une distinction conceptuelle intéressante entre contempler et admirer. Et évidemment, tout ça, c'est lié à notre attention à la nature et au vivant, qui est le thème, le fil rouge de ces rencontres. Laurence Paoli, quand on vous lit, vous parlez beaucoup d'admiration, mais d'admiration pas pour n'importe quel objet, pour un objet assez particulier qui est l'animal. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe quand on est mis en présence d'un animal, et en particulier d'un animal sauvage, mis en présence du chant des baleines. Il se passe quelque chose en nous. Qu'est-ce que c'est que cette... Effectivement, je suis très contente. Alors, j'ai rien à voir avec, je suis désolée, avec la philosophie. Je suis beaucoup plus terre à terre et pragmatique. Donc, je suis ravie d'être avec vous parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'ai lu vos ouvrages cette semaine et j'étais très heureuse d'ailleurs de les découvrir et de les lire parce que j'assiste à beaucoup de conférences et je suis dans un milieu donc de conservateurs de la nature, de naturalistes, d'amoureux des animaux et qui est un milieu actuellement très angoissé, très catastrophiste, on parle beaucoup d'éco-anxiété et je trouve que cette façon d'aborder les choses, si elle a un intérêt, parce qu'il faut effectivement alerter, est aussi quelque chose qui nous fige dans la peur, la détresse et donc dans l'inaction. Et c'est justement, en vous entendre, je suis bien d'accord, et donc j'essaye à travers mes ouvrages de donner des informations, les informations les plus précises possibles et les plus objectives possibles sur des sujets qui m'importent pour que le lecteur se saisisse de la problématique lui-même, développe son esprit critique et développe sa propre pensée sur des sujets effectivement qui moi m'emportent depuis mon enfance et qui sont l'admiration des animaux et de la nature. Donc effectivement, pour répondre à votre question, je pense qu'être dans la nature, alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une majorité d'entre nous, être en contact avec les animaux, pouvoir les contempler, les observer, avoir des échanges avec eux, nous procure du bonheur et apporte une certaine forme d'apaisement et nous renvoie, c'est paradoxal, nous renvoie à nous-mêmes, à notre intériorité, mais en même temps nous connecte avec le monde dans tout ce qu'il a de plus vaste.
et nous fait grandir. Et quand vous parliez d'admiration, d'émerveillement, etc., j'ai évoqué très rapidement, parce que c'est pas mon sujet, mais c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, ce qu'on appelle les fameuses épiphanies de nature, c'est-à-dire le moment où ce qu'on nomme aussi le ou, ce qui veut dire le waouh, mais en fait c'est le moment où vous vous sentez... on a pu le vivre un tout petit peu hier à travers les yeux et l'objectif de Vincent Munier et de son père. C'est le moment où vous vous sentez connecté au monde. C'est-à-dire, ça peut vous tomber dessus n'importe où. Vous êtes dans un endroit et tout d'un coup, la beauté ou la splendeur, plus exactement, la splendeur vous saisit, vous, personnellement, à ce moment précis, et vous avez l'impression de faire partie d'un tout qui vous enveloppe et qui vous englobe. Et normalement, enfin, c'est prouvé, c'est démontré, lorsque vous avez la chance de vivre cette expérience d'une façon unique ou répétitive, derrière, vous en sortez transformé et vous entrez dans l'action. C'est-à-dire que comme vous faites partie de ce tout merveilleux qui vous entoure, vous avez envie de le protéger, vous avez envie d'en parler et vous avez envie qu'il perdure dans cet état de splendeur qui vous a emporté à ce moment-là. Voilà. Alors pour aller vers un exemple précis, vous racontez dans Le Chant des baleines le choc esthétique que ça a été de découvrir pour le grand public ces fameux Chants des baleines. Alors il y a eu un disque culte qui est sorti en 1977, Songs of the Humpbacked Whales, qui a traîné dans beaucoup de foyers. Les gens écoutaient ce disque, c'était un peu new age, un peu hippie sans doute, mais il y a eu un choc esthétique global qui correspond en même temps à des recherches assez sérieuses en bioacoustique marine. En fait, c'était un choc esthétique, mais ça a été un choc aussi intellectuel, parce que les baleines étaient vécues jusqu'ici comme des machines, enfin des monstres difformes, des êtres complètement différents de nous, et qui étaient des provisions d'huile, de fanon, de viande, etc. C'est des animaux qui faisaient peur, voilà. Et puis, vous avez un monsieur qui s'appelle Roger Payne, qui était un spécialiste de l'écolocalisation des chauves-souris, qui s'est mis à travailler sur les cétacés et qui a montré, avec des enregistrements qui ont été déclassifiés, qui étaient des enregistrements militaires, puisque c'était les militaires qui, à cette époque, avaient la possibilité d'enregistrer au fond des océans de façon très précise. Il a tout d'un coup étudié ça avec un autre monsieur qui s'appelle Scott McVeigh, qui était un spécialiste des cétacés. Ils ont analysé le chant des baleines à bosse et ils se sont rendus compte avec stupéfaction que ce n'était pas un chant hasardeux ou comme ça, ou juste des appels, mais que c'était un chant extraordinairement structuré en phrases qui se répétaient. C'était des phrases qui pouvaient durer jusqu'à une trentaine de minutes et qui étaient répétées exactement de la même façon derrière que toutes les mâles, parce qu'on supposait que c'était les mâles, et on en est moins certain maintenant, que c'était les mâles qui chantaient ça. Tous les mâles chantaient les mêmes chansons, et alors en plus, stupéfaction totale, quand un mâle décidait d'introduire 3 nouvelles notes ou de faire you 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 au lieu de faire ya ya ya, pouf, tous les autres mâles reprenaient la même chose en quelques mois, et donc ce nouvel air devenait à la mode chez les baleines à bosse mâle, et tout le monde chantait la même chose. Et donc, si vous voulez, ça a apporté un choc esthétique, certes, parce que c'est beau, mais on peut considérer aussi que c'est étrange et impressionnant. Mais surtout, on s'est dit à ce moment-là, mais mon Dieu, elle pense et elle compose. Et donc, on est sorti de cette idée de l'animal très différent de nous, qui fait peur et qui est une réserve alimentaire, dans tous les sens du terme, à tout d'un coup, mais elles composent, donc elles ont une culture. En plus, elles se passent les choses, donc elles ont une culture. Et donc, ces animaux sont beaucoup plus proches de nous, puisqu'ils sont dans une sorte de musique, donc ils sont dans l'esthétique comme nous, et en même temps dans le passage d'informations ayant du sens. Et donc, ça a effectivement a provoqué un choc tellurique. Il y a eu ce disque qui est sorti et il y a eu un article qui est sorti dans Science en parallèle qui a donc validé cette chose-là de façon très scientifique. Et derrière, vous avez tous les mouvements de protection des baleines qui se sont mis en marche. C'était dans les années 70, le 10, 71 l'article, puis un autre article ensuite. Et ça a amené en fait à l'arrêt de la chasse à la baleine en 1986. Voilà, il y a eu plein de mouvements. Vous avez eu Greenpeace, vous avez eu, voilà, non, pas partout. Il y a 3 pays qui continuent, mais il y a eu Sea Shepherd qui s'est mis de la partie. Il y a le mouvement Save the Whales qui est sorti. Il y a eu, enfin voilà. Et puis tout d'un coup, la Commission baleinière internationale a rendu un rapport où elle disait, mais en fait, on a décimé les populations de grandes baleines. Il reste plus qu'1% de la population de baleines bleues, etc., etc. Donc il faut faire quelque chose. Et donc du coup, arrêt de la chasse à la baleine. Merci. Et là, donc, on voit comment le sublime. Et l'esthétique peut emmener à l'action et une action positive. Oui, bien sûr. Ah bah voir, c'est respecter, je pense. Pardon, mais c'est quand on ne... l'admiration, je pense, maintient à la fois
la proximité, parce que je crois que vous avez raison de dire, on a l'impression qu'on ne peut admirer que ce qui est étranger. Et je pense que l'admiration tient les deux. La proximité, alors moi je vais jusqu'à dire que je ne suis pas contre les anthropomorphisations, enfin moi je donne des noms à des arbres. Bon, alors... Ça crée un lien. Voilà, et je pense que... Alors moi je ne dis pas connecté parce que ça vient du vocabulaire technologique et je ne suis pas une machine, mais le lien, la relation. Et je pense que c'est à la fois, l'admiration maintient à la fois cette proximité, et vous l'avez dit, les baleines, ça pense sa vie et c'est pas cette réserve alimentaire. Je pense que c'est quand on ne voit plus l'animal qu'on en fait de la chair à pâté, on ne voit plus que c'est l'animal, mais ça maintient aussi l'étrangeté de ce qu'on voit. Et je crois que l'admiration, c'est une des seules émotions par rapport à l'autre qui instaure le lien, mais un lien qui maintient l'autre en tant qu'autre. J'ajoute juste une chose, excusez-moi. En fait, c'est très intéressant ça, parce que en fait, on sait, toutes les études montrent qu'en fait, on s'intéresse et on s'attache aux animaux qui sont proches de nous esthétiquement ou phylogénétiquement, ce qui n'est pas le cas de la baleine. Esthétiquement, voilà, on ne se compare pas à des baleines. Et donc, l'admiration peut transcender cette chose-là et puis nous créer une proximité avec un animal qui, à la base, est vraiment très loin de nous. Alors, oui. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, à travers l'exemple très précis des baleines, comment un choc esthétique peut ensuite conduire à légiférer, c'est-à-dire peut conduire à une prise de conscience, puis à une évolution de la réglementation internationale. Alors, il y a aussi quelque chose qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'on en a fait un disque. Et un disque, c'est un objet commercial qui appartient à l'industrie culturelle. Et c'était le deuxième sujet sur lequel j'avais envie de vous entendre, c'est la question de la distinction entre le beau artistique et le beau naturel. C'est-à-dire qu'on parle d'admiration, mais finalement, est-ce que c'est la même chose d'admirer une statue, une peinture, ou d'admirer le paysage, quand on se trouve à la grande plage, d'admirer la ligne d'horizon, les couleurs de l'océan? Est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que ces admirations sont de nature différente parce que les objets artificiels et les objets naturels sont de nature différente? Là-dessus, c'est peut-être Joël Zask, j'aurais bien aimé vous entendre en premier, puisque vous avez précisément réfléchi sur les interactions entre œuvres d'art et éléments naturels dans votre livre sur au grand air, l'art au grand air. Oui. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le beau naturel, c'est une création du beau artistique, que ça n'existe pas dans la nature. Enfin, il n'y a pas de beauté naturelle en soi. Ce qu'on appelle le beau naturel, en fait, c'est des choses qu'on apprend à voir belles parce qu'elles correspondent à des canons qui sont des canons artistiques. Ça peut être l'harmonie, la proportionnalité des éléments, le spectre coloré, le cadrage, bon, etc. Donc, en fait, ce qu'on trouve beau, par exemple, un sommet enneigé, un horizon, etc., la mer, la baie, en fait, c'est des choses qu'on a appris à voir belles. Ça ne veut pas dire que le beau ne soit pas partageable, mais s'il l'est, c'est pour des raisons qui sont profondément culturelles et qui tiennent vraiment à la conversation, à la communication, au fait que finalement, certaines choses, certaines œuvres, finalement, transcendent d'une certaine façon leur époque et sont pourvues d'une charge d'historicité extrêmement grande, mais qui tient aussi à l'historicité de nos liens, de nos cultures, qui sont liées les unes aux autres. Donc, c'est pour ça que la différence entre beau naturel et beau artistique est problématique. Enfin, voilà, après, on pourrait rentrer dans toutes sortes de détails. Par exemple, la peinture de paysage vient énormément de la photographie aussi, et réciproquement, la photographie de paysage a aussi formaté d'une certaine manière, surtout, je pense à la photographie, la peinture d'abord, à la photographie de paysage américain. Et donc, par exemple, le parc naturel est une institution qui naît de la photographie. Le parc naturel, c'est les beautés naturelles, et les beautés naturelles, ce sont les photographes qui nous apprennent d'une certaine façon à les considérer. Ensuite, en ce qui concerne évidemment la rencontre entre des œuvres d'art et leur environnement, alors je ne dirais pas forcément la nature, parce que on a tendance peut-être à réduire, si on peut dire, l'environnement à, disons, des étendues non anthropisées, où, disons, les humains, finalement, sont peu partie prenante, et on peut transformer, finalement, les choses qui sont sous nos yeux. Et là aussi, c'est assez problématique.
Je pense qu'on peut réellement associer art et nature, y compris dans un contexte urbain. Par exemple, on peut penser, je ne sais pas, à la touffe d'herbe de Dürer. Vraiment, là, pour le coup, c'est splendide. C'est une gravure qui est très ancienne, mais voilà, qui, au lieu d'hypostasier, de magnifier, de ritualiser, de sacraliser la nature, au contraire, on fait l'objet d'une expérience parfaitement ordinaire et qu'on va pouvoir retrouver entre nos pavés, dans un coin de friche, à la campagne ou à la ville, etc. Et ça, ce rapport à la nature, à mon avis, il résonne bien avec ce que ça veut dire faire de l'art. Voilà, c'est un peu la réponse que je vous apporterai. Mais oui, donc cette fois-ci, le beau naturel est vu comme une sorte d'extension ou de projection sur l'environnement de catégories qui viennent de l'art, donc une sorte de prolongement du beau artistique. Oui. Mais c'est aussi une manière d'attirer l'attention. C'est une manière de... Bon, on peut penser à des planches d'entomologistes, on peut penser effectivement à des planches botaniques qui sont extrêmement impressionnantes du point de vue de leur... non pas de leur fidélité, c'est pas tellement ça, mais du point de vue de leur capacité à mettre en relief des choses observées. Et donc, c'est vraiment la relation qui est dessinée. Ce qui fait que, par exemple, si vous allez aux champignons, mieux vaut se fier à un dessin analytique qu'à une photographie, en fait. Vous risquerez moins de vous empoisonner, en réalité. Donc, voilà, il y a cette dimension d'interprétation de l'objet en fonction de la relation que j'ai avec lui, qui est vraiment aussi un des éléments de la création artistique. On peut penser aussi aux peintures rupestres. Je sais qu'on a un certain nombre de paléontologues et de naturalistes ont réussi à induire des peintures rupestres, des organisations animales, des manières d'être, des anatomies, juste à partir de ces dessins, tellement ils sont précis. Mais ce n'est pas une précision photographique, c'est une précision au sens où voilà, il y a des éléments qui sont mis en exergue et ces éléments, ils sont fondamentaux pour comprendre par exemple la distance à laquelle était l'animal, comment il se tient, c'est quoi le port de sa tête, c'est quoi sa colonne vertébrale, où sont ses muscles de soutien, etc. etc. Donc ses dents, ses cornes, voilà. Et donc c'est l'attention du peintre rupestre en fait qui permet de dire quelque chose de cet animal, peut-être plus ou autant que la découverte d'un fossile. Oui, d'accord. On voit bien la perspective et c'est vrai que certains animaux d'espèces disparues, comme le cerf mégacéros par exemple, qu'on voit sur les peintures rupestres, on les étudie à travers les peintures rupestres. Ils ont disparu. Le mammouth, on peut en dire la même chose. Donc c'est intéressant. Alors du point de vue de la distinction entre beau artistique ou artefact et beau naturel ou élément de la nature ou élément de l'environnement, dans le cas du paysage sonore, on a l'impression qu'on a affaire à des objets complètement différents. C'est-à-dire qu'on voit bien ce que c'est qu'un paysage sonore, on ferme les yeux dans une forêt, sur un bord de mer, on écoute ce qu'il y a autour de nous. Mais ça ne ressemble pas du tout à un disque. C'est-à-dire l'expérience de l'écoute musicale est d'une nature complètement différente. Qu'est-ce que vous auriez-vous à dire, Laurence Paoli, sur est-ce que la nature est un chef d'orchestre ? Comment ça fonctionne ce paysage sonore ? Alors moi, je vais revenir sur des choses très pragmatique. En fait, le paysage sonore, c'est une notion qui a été déterminée il y a assez récemment, et vous avez la bioacoustique, en fait, l'art de l'étude des sons de la nature, et l'écoacoustique sont aussi des sciences assez récentes. Et vous avez un monsieur dont il faut connaître le nom, qui s'appelle Bernie Krause, qui est un monsieur qui était musicien et qui a commencé à travailler pour des films, des orchestres, etc., et qui un jour a fait une expérience de nature justement sonore au milieu d'une forêt et qui a trouvé ça tellement apaisant que petit à petit s'est dit je vais passer un doctorat de bioacoustique, ce qu'il a fait dans les années 80, et il a créé des termes qu'on connaît tous et qui sont maintenant la géophonie, la biophonie et l'anthropophonie. Alors la géophonie, c'est les sons de la nature qui ne sont pas biologiques, la biophonie, c'est ceux de la nature qui sont biologiques, et l'anthropophonie, ce sont nos sons à nous. Et le paysage sonore est formé de tout ça. Vous êtes allé un peu vite, juste la biophonie, donner des exemples. La pluie, par exemple, c'est la géophonie. La géophonie, c'est le bruit de la mer. Le bruit d'un tremblement de terre, c'est le vent. La biophonie, c'est l'oiseau que vous entendez ou la baleine à bosse. Et l'anthropophonie, c'est le bruit que je suis en train de faire.
Voilà, ou une construction navale, ou c'est le bruit humain. Et en fait, le paysage sonore, et vous le disiez parfaitement, je crois que c'est Joël qui disait ça, en fait, le paysage sonore dans le monde maintenant est composé de ces 3 composantes, parce qu'on est partout, nous les hommes, donc le paysage sonore est composé de géophonie, biophonie et anthropophonie. Voilà. Et pour en revenir à des choses un peu plus techniques aussi, il faut savoir qu'on a pu écouter ces sons, en tout cas les sons de la nature, à partir du moment où on a été équipé techniquement pour le faire. Et au fond des océans, ça a été très compliqué, parce qu'il fallait aller écouter des sons. C'est pour ça qu'on a parlé du monde du silence, que Cousteau a parlé du monde du silence. En fait, il n'entendait pas les animaux marins, qui sont en très basse fréquence ou en très haute fréquence, et nous, on est entre 20 et 20 000 Hertz. Et donc, du coup, effectivement, on passait complètement à côté. À partir du moment où on a pu enregistrer ces animaux, on a pu enregistrer les sons de la mer, et qu'on a pu les accélérer ou les ralentir pour pouvoir les entendre, on s'est rendu compte, en fait, que le fond des océans a été peuplé de conversations perpétuelles, et que ce n'était pas les nôtres, et que c'était les animaux. Et toute la complexité naturaliste ou la complexité scientifique actuelle, parce que quand vous observez un oiseau, vous voyez, on l'a vu hier toujours dans le film de Vincent, vous voyez ce qu'il fait. Il est en train de faire une parade nuptiale, il est en train de chasser, il mange son insecte, il casse du bois, il vit sa vie, il vole. Lorsque vous entendez des sons de mammifères marins ou de poissons ou de crevettes, parce que les poissons et les crevettes font du bruit aussi, eh bien, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire parce que vous ne pouvez pas les voir. Et donc, il fallait non seulement les entendre, mais en plus les observer. Et donc, il y a tout un pan de recherche actuellement qui consiste à poser des tags, ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire des balises sur les animaux, on les scotche, les ventouses, sur les animaux qui peuvent les supporter. Et dans ces balises, maintenant, on a la possibilité d'écouter, de voir, d'enregistrer la profondeur, d'enregistrer la vitesse, etc., etc. Et donc, on peut corréler son et comportement. Voilà, on en est là pour l'instant. Mais du coup, c'est vrai que là, on maintient, quand on parle de géophonie et biophonie d'un côté, donc géophonie, biophonie, que ce soit, donc géophonie, c'est pas le vivant, biophonie, c'est le vivant, mais ce sont bien les sons de la nature, et anthropophonie, les sons des humains, on maintient une distinction très forte et une ligne de partage très forte. Tout à fait, et on parle même, pour les sons des humains, on parle même de technophonie. Vous voyez, donc voilà, on en est là pour l'instant, mais il faut savoir que quand même le paysage sonore, sauf dans des endroits très rares, il y a un parc actuellement, je crois, aux États-Unis, qu'on cherche à préserver d'anthropophonie. Le paysage sonore, quand on a cette écoute subtile avec des appareils très puissants, on l'a entendu hier aussi, où le père de Vincent Munier disait on entend des avions qui passent alors qu'il est au milieu de la forêt. Eh bien, le paysage sonore est composé de nos sons à nous, maintenant de façon inéluctable. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Faut-il encore que nos sons... La grosse difficulté, en fait, c'est que nos sons recouvrent ceux des autres. Et à partir du moment où nous recouvrons ceux des autres, nous les empêchons de dialoguer entre eux. Et ça, c'est la vraie complexité de nos sons à nous, en fait. Voilà. Oui, c'est aller se balader en forêt, mais avec des écouteurs, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis, au fond de l'océan, comme encore une fois, on imaginait que c'était le silence total, on a déployé des bruits invraisemblables avec nos bateaux, nos sonars, nos constructions, etc. On n'a pas isolé les moteurs des gros bateaux, par exemple. Donc, il y a des vibrations terrifiantes. On contrôle mal, alors là, je vais partir sur un truc technique, mais on contrôle mal nos histoires d'hélices. Alors, les hélices, elles font des bulles. Alors, je vais vous parler de pales. Les hélices, elles font des bulles en bout de pale, vous voyez, pouf, ce qui est normal. Mais ces bulles font un bruit fou. Mais quand l'hélice est mal réglée ou quand la vitesse n'est pas adaptée, elles font des bruits en milieu de pale. Et alors les bruits en milieu de pale, c'est terrifiant. Les baleines essayent de se boucher les oreilles, partent, les poissons s'entendent plus, et tout le monde se tape dessus parce que comme ils n'entendent plus leur message, en fait, d'alerte, par exemple, les poissons ont des messages très basiques, c'est tu me plais, casse-toi, c'est mon trou, va-t'en, etc. Alors s'il y a un poisson qui dit casse-toi à l'autre et que l'autre fait en approchant, au final, ils finissent par se battre. Et donc il y a une déperdition énergétique terrible qui ne devrait pas exister. Voilà. Alors, Laurence de Villers, sur cette question de la distinction entre beau artistique et beau naturel, entre ce que nous produisons, nous, et ce que la nature nous donne à voir ou à entendre, dans la tradition chrétienne, il y a une question qui se pose, c'est que la nature doit être vue elle-même comme une création, comme un artefact ou une œuvre d'art divine. Et donc, c'est vrai qu'on se pose autrement la question de la distinction, voire même on a l'impression que l'art des humains n'est qu'une imitation du geste divin qui a consisté à créer le monde. Je pense qu'en fait on a des difficultés de vocabulaire ou de grammaire. Enfin, vous savez, c'est ce que disait Camus, notre époque elle n'a pas besoin de Dieu et de religion, elle a besoin de dictionnaire. Et c'est vrai, et là avec la discussion qu'on a, on voit qu'on a du mal
à nommer. Est-ce que c'est le vivant? Est-ce que c'est la nature? Mais si la nature elle-même est une création, ou en tout cas on la regarde comme étant une création même quand c'est la nature, et puis notre monde qui perturbe le monde des animaux. Et voilà, j'ai dit le mot, moi il me semble, je vais y revenir, mais il me semble qu'en fait c'est le terme de monde qui me semble peut-être le plus ajusté. C'est sujet à discussion, hein, mais parce que le monde, c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire c'est la somme des relations qu'on a eues et qu'on aura d'une certaine façon. Et c'est quand notre monde empêche les animaux de faire monde qu'il y a une guerre des mondes, en réalité. Mais normalement, le monde, ce n'est qu'un système, enfin je dis système, ça paraît très organisé, donc je vais l'ôter, sont uniquement des relations, en réalité. Ce qui fait que dans chaque village de France, moi j'ai un amour particulier pour ça, hein, je suis désolée, je vais le dire, mais il y a des monuments aux morts, parce qu'en fait on ne fait pas monde aujourd'hui, on fait monde avec les morts, on fait monde avec notre technologie et le bruit qu'elle fait, on fait monde avec les animaux, et les animaux font monde avec nous. Donc vous voyez, quand on dit, moi je suis un peu gênée quand on dit le vivant, parce que pour moi il y a les morts aussi. Et les morts, c'est aussi les vivants que nous sommes, et ils sont encore vivants. Enfin, on ne se souvient pas des morts. Il y a des gens qu'on a aimés dont on se souvient. Vous voyez, c'est pas l'inverse. On ne se souvient pas d'eux. On ne se souvient pas qu'on les a aimés. On continue à les aimer. Donc c'est bien la preuve que ça ne veut rien dire, notre distinction vivant et mort, par exemple. Donc moi, je pense que c'est le terme de monde, mais c'est sujet à discussion. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il y a des guerres des mondes, et c'est ce que vous expliquez. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà sur une plage et qu'il y a des jet skis, vous comprenez très bien, non seulement que ça vous perturbe, ça perturbe la mer, et il n'y a pas d'animaux autour, ça c'est clair. Hein. Enfin, mais effectivement, on se rend compte, mais depuis peu, qu'on fait monde avec la Terre, l'univers qui nous entoure. Et, voilà. Et ça, c'est la grande complexité. On a fait monde à part jusqu'ici. On a fait monde à part. On a fait empire. On a fait empire. Et effectivement, maintenant, on sait qu'il faut faire avec, je vais vous dire très basiquement, ne serait-ce qu'avec les zoonoses. Les zoonoses comme la Covid ou Ebola, etc., sont des maladies qu'on attrape des animaux. Pourquoi ? Parce qu'on vire les zones tampons, parce qu'on va trop loin, parce qu'on stresse ces animaux qui jusqu'ici étaient porteurs de certaines maladies et qui commencent à les développer, etc., etc. Donc il faut bien envisager de faire monde. On fait monde aussi avec ceux qu'on appelle les nuisibles, y compris les maladies. Et je pense que le monde, cette notion, nous permet d'aller au-delà de ce qu'on adore faire, c'est-à-dire des distinctions, des catégorisations, parce que le monde, c'est, si ces termes ont encore un sens, mais nature et culture confondues. Et d'une certaine façon, les dieux, enfin le divin et l'humain et l'animal. Mais on a appris aussi à faire monde avec ceux qu'on a appelés les animaux domestiques. Je pense que maintenant, ça nous frappe quand on voit quelqu'un qui dit « couché, assis », enfin, qui ne fait pas monde avec son chien. Donc voilà, moi c'est le terme de monde qui m'intéresse parce que je trouve qu'il met en avant les relations et les liens. Mais y compris les guerres, hein, et y compris les guerres. Mais pourquoi employer ce terme ? Parce que précisément, ça permet d'abolir la distinction un peu trop fragile, selon vous, entre l'art et la nature. Ah oui, totalement. Alors je vais vous citer Cézanne, parce qu'il sait mieux de quoi il parle que moi. Cézanne dit, avant, j'avais des idées confuses, je voulais brûler le Louvre, pauvre couillon, c'est lui qui le dit, hein. Pauvre couillon, il faut partir du Louvre pour aller à la nature et revenir au Louvre par la nature. Et c'est ça. Et c'est ça en réalité. Cette distinction, elle est complètement stérile. C'est-à-dire que je pense que l'attitude que nous avons dans les musées, et j'espère qu'elle va perdurer, où nous chuchotons, parce que voilà, ce rapport d'admiration qui crée la proximité et l'étrangeté aussi, on ne touche pas un tableau. Magnifique, hein, il n'y a même pas besoin de barrière. C'est ce que disait Walter Benjamin, hein, l'art, c'est ce envers quoi on garde 2 mètres de distance. Ben, c'est vrai, c'est ça aussi l'admiration. Il y a une distance, mais cette distance, ce respect, cette sorte de dignité qu'on donne à ce qu'on voit, au fait de voir, et à nous-mêmes, en retour, le fait de ne pas toucher, de ne pas avoir d'emprise, de ne pas avoir de rapport de consommation. On ne consomme pas une exposition, même si on a un vocabulaire qui semble le faire croire. Hein, quand on dit « j'ai fait l'expo », Georges de la Tour, bah non, tu n'as pas fait l'expo, peut-être l'expo qui a dû te faire ou te défaire d'une certaine façon. Mais vous voyez, on a un rapport de consommation alors que l'art nous montre qu'il peut y avoir un autre rapport au monde qui est de respect, de distance, de familiarité aussi, d'amour, d'envie. Moi, il y a des tableaux, j'aimerais vraiment être dedans. Donc c'est quelque chose comme un amour, je pense.
Et cette attitude, je pense qu'elle nous apprend aussi à nous comporter dans un paysage, ou en bord de mer, ou dans la mer. Enfin, il n'y a pas si longtemps encore, moi je voyais des gens sur des voiliers de plaisance jeter, de moins en moins, je vous parle des années 80 quand je vous dis il n'y a pas si longtemps, jeter un mégot. On ne ferait pas ça dans un musée, on ne vient pas avec de la boisson, on ne pique-nique pas dans un musée. Donc je pense que les militants écologistes qui ont saccagé des œuvres d'art, en toute humilité, je crois qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'en fait, l'attitude que nous avons dans les musées face à la beauté artistique, c'est une attitude qui est éducative, qu'on peut très bien avoir face à un animal. Enfin, on ne touche pas immédiatement un animal, on l'admire, donc on le laisse être. C'est une attitude que je pense, d'abord très belle, de voir des gens dans les musées avec cette espèce de respect et d'enthousiasme, c'est très beau. Et je pense qu'il faut avoir la même attitude dans la nature. Et la nature, l'attention qu'on a à la nature nous aide à avoir la même attitude qui n'est pas de consommation devant l'art. Vous voyez, quand j'écrivais ce livre, j'ai interrogé beaucoup les gens, parce que je le fais beaucoup quand j'écris, mais dans les musées, il y avait je me souviens de 2 dames, mais il y en avait une qui disait sans arrêt « Ah, mais j'adorerais la voir dans mon salon ». Oui, alors ça m'empêche, ça me dispenserait de travailler si j'avais ça, c'était Klimt. Si j'avais du Klimt dans mon salon, je ne serais pas obligée de travailler. Mais à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça tout le temps ? Elle me dit, bah oui, parce que j'aimerais la voir, j'aimerais le posséder, puis la voir dans mon salon. Et je me suis dit, c'est curieux cette attitude, parce que, et c'est pas méprisant ce que je dis, vous devez faire des terrains avec les animaux. Ben, nous, les humains, on est des animaux aussi. Donc, quand on fait de la philosophie, on fait un peu du terrain. Donc, on va voir comment nous, animaux humains, on se comporte. Et je me suis dit, c'est curieux parce qu'en fait, le rapport à l'œuvre d'art, c'est le contraire de ça. On ne se dit pas, je crois, je voudrais la voir dans mon salon. Ce n'est pas du tout l'attitude spontanée qu'on a. Au contraire, je crois que le rapport à la beauté artistique nous apprend justement cette juste distance qui est que je laisse ce qui est exister. Ça n'a pas besoin de moi pour être là. Moi, j'adore l'idée des musées quand on n'y est plus. C'est la Joconde quand on n'y est plus. Elle est elle-même. Et c'est ça qu'on veut retrouver, en fait, quand on regarde la beauté artistique. Comment ce serait si j'étais pas là pour le voir ? Parce que Joël l'a dit, le moi est un peu encombrant. Moi qui suis une spécialiste de Pascal, je ne vais pas vous dire le contraire. Le moi n'est pas intéressant. Mais en même temps, quand on laisse l'œuvre d'art exister, l'écouter, la laisser occuper l'espace, moi je crois beaucoup qu'il faut commencer par l'espace quand on voit l'œuvre d'art, pas le temps, mais l'espace, quand on la laisse occuper son espace, elle nous permet d'exister à ce moment-là. Et puis c'est comme ça qu'il faut être dans la beauté naturelle, je pense, ou animale. C'est laisser ce qui est être. Ça paraît simple, mais c'est pas facile. D'accord. Alors, en tout cas, on voit que cette relation d'admiration, ça fait pour vous, ça donne l'occasion de faire un pas en arrière et de ne pas être dans une démarche d'appropriation, d'être plutôt dans le respect, dans le laisser-être. Alors, dernier thème sur lequel, puisque le temps passe, dernier thème sur lequel j'aurais aimé vous entendre, peut-être toutes les trois. Vous avez eu une attention particulière à des éléments. Alors, l'eau pour Laurence Paoli et Laurence de Villers, mais ça, on va y revenir. Le feu aussi. Joël Zask, j'aurais bien aimé vous entendre sur cette question. Moi, j'étais surpris de voir un livre de philosophie arriver sur les incendies, les méga-feux. C'est vrai que chaque été, vous savez bien qu'au mois de juin, on commence à écouter les bulletins de météo, mais aussi on sait qu'avec les canicules, les grandes chaleurs, vont revenir dans l'hémisphère nord des incendies, et des incendies qui peuvent être longs, terrifiants, au Canada, en Russie, en Grèce, et puis tout simplement ici, dans cette région de la France qui est marquée par les incendies. Et vous avez fait de ce retour des feux qui est cyclique, qui est une retour de catastrophe, mais provoquée par l'humain, en l'occurrence, un sujet de réflexion à part entière. Pourquoi vous êtes intéressé à ça et qu'est-ce que vous en avez tiré philosophiquement de cette expérience un peu terrifiante du feu ? Oui, alors là, on est plus dans le sublime que dans le beau. C'est absolument terrifiant. Moi, il se trouve que j'ai vécu d'à peu près un grand incendie au Cap Bénat, dans le Var, du côté de Bormes-les-Mimosas, c'était en 2017. Et je me suis sentie complètement désorientée dans une forêt que je connaissais très bien. C'est-à-dire que je n'ai plus rien retrouvé de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que le feu avait absolument tout ravagé, non seulement les grands arbres, mais aussi la souche des grands arbres. Le sol avait brûlé, les racines avaient brûlé. Le feu, si vous voulez, il circule sous le sol, il brûle le sol. Un sol brûlé, c'est vraiment
comme une espèce de farine noire. Et le fait que tout ait été finalement en noir et blanc, alors là, pour le coup, réellement silencieux, plus un bruit d'oiseaux, plus le bruit du vent dans les feuilles, plus rien en fait, plus absolument rien. Donc tout ça, une odeur vraiment étouffante. Ça m'a beaucoup choquée et je me suis dit à ce moment-là, puis ça m'a beaucoup chagrinée bien sûr. Et en même temps, je me suis dit qu'il y avait, je me suis posé la question de savoir si c'était normal. Voilà. Est-ce que ce feu est normal ? Alors, à l'époque, c'était en 2017, la réponse était « mais oui, les feux, ça fait partie de la vie des forêts ». Mais moi, j'avais vraiment le sentiment d'un feu hors norme. Et ça s'est révélé exact. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé... là, ce n'était pas l'admiration, c'est plutôt le sentiment de frayeur qui m'a guidée. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches qui ont été en fait d'une certaine façon, comme dans le cas d'une enquête, on enquête pour surmonter un trouble, hein, comme dirait John Dewey, que tu as mentionné tout à l'heure, à savoir, il y a une perplexité, il y a, disons, une question qui se pose et je n'ai pas la réponse, disons que les éléments que je mobilise habituellement pour retrouver finalement une continuité dans mon existence ou dans mon existence d'enquête, peu importe ici, là, ces éléments ne sont pas présents. Donc voilà, là, j'étais interloquée et anxieuse en même temps. Et voilà, j'ai trouvé quelques textes, et notamment des articles chez des observateurs et par mal d'ailleurs des journalistes de Californie qui avaient vécu un peu la même chose. Et j'ai trouvé très passionnant et en même temps, encore une fois, effrayant, de corréler vraiment, d'arriver à la conclusion que le méga-feu n'est pas un feu ordinaire. Ça n'est pas un feu saisonnier, ça n'est pas un feu de surface, ça n'est pas un feu relatif à l'écobuage, ça n'est pas un feu dirigé, etc. C'est vraiment un nouvel événement, c'est une catastrophe. Et je l'ai étudié un peu comme le signe avant-coureur, le symptôme peut-être le plus violent, le plus paroxystique du dérèglement climatique. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, moi, je viens de mon sujet, c'est la démocratie, c'est la philosophie sociale et politique, donc voilà, j'ai toujours cet arrière-plan très présent. C'est que finalement, les méga-feux, qui sont incroyablement destructeurs, hein, même si, on va dire, 7% aujourd'hui des feux de forêt sont des méga-feux, le fait est qu'ils sont responsables de 95% des surfaces brûlées. Donc c'est totalement disproportionné. Et il y en a de plus en plus. À l'époque, j'avais lu d'ailleurs qu'en gros, 80% des villes françaises seraient exposées à un risque de méga-feu à l'horizon 2050, et c'est en train d'arriver. Ça arrive là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fois que le feu est là, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Et les pompiers changent de métier, si vous voulez. Les pompiers ne peuvent pas éteindre un méga-feu. Le méga-feu va mourir de mort naturelle, en quelque sorte, parce qu'il n'y a plus de combustible, parce que la pluie tombe, parce que le vent cesse, etc. Parce qu'ils se confrontent à un obstacle. Mais en fait, les méga-feux, ils ont, enfin, je ne vais pas en parler 50 000 ans, mais ils ont cette capacité aussi de générer un climat qui est propice à leur expansion maximum. C'est-à-dire des tornades, des étincelles, des bombes de feu, etc. Enfin, c'est complètement effrayant. Et on en voit des exemples tout le temps. Ils sont véritablement inextinguibles. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord de lister ce en quoi c'est ce qui n'allait pas de soi du tout à l'époque, de lister, mon livre est paru en 2018 ou 2019, donc de lister les causes environnementales du méga-feu et notamment les causes anthropiques, c'est-à-dire toutes les causes qui étaient liées au dérèglement climatique pour des raisons d'impact écologique des activités humaines. Donc ça, c'était un premier volet. Mais ce qui m'est apparu aussi, c'est que la destruction de la nature s'accompagne toujours d'une destruction des peuples, d'une destruction des humains, d'une destruction des cultures. Et en fait, en même temps que la nature est détruite, si je peux dire, eh bien les peuples qui savent y faire avec la forêt, que ce soit des aborigènes en Australie, des Amérindiens en Californie, des paysans dans les Landes ou en Provence, etc., au fur et à mesure, tous ces gens, ils disparaissent. Ils disparaissent pour cause de dérèglement et de destruction de leur environnement. Un peu comme les animaux disparaissent comme les cultures, si vous voulez. Et donc finalement, le méga-feu, il est lié à la rencontre entre ces deux facteurs. D'un côté, sécheresse, stress hydrique, température infernale,
invasion de nuisibles, etc., défrichage à grande échelle, bon, bref. Mais de l'autre, plus personne pour savoir comment on fait dans une forêt, comment on se conduit en fait. Plus personne pour pratiquer ce qu'on appelle en Corse une culture du feu en fait. C'est ça, la culture du feu. Et où elle est cette culture ? Et donc aujourd'hui, finalement, c'est la combinaison entre l'ignorance, mais pas seulement des touristes, mais c'est l'ignorance des riverains, l'ignorance des néo-ruraux, l'ignorance des forestiers, l'ignorance des pompiers. Les pompiers sont perdus, ils ne savent plus comment faire. Et d'ailleurs, ils sont dans des détresses terribles parce que leur métier, c'est de sauver les gens, ils n'y arrivent plus, ou de sauver des milieux, ils n'y arrivent plus. Et donc, l'injonction du pompier, finalement, elle fait flop complètement et il est tout le temps en désaccord avec lui-même, en fait. J'ai lu des textes de détresse, ils sont très, très déprimés, les pompiers. Donc, bref. Et voilà. Et donc, de mettre sur le même plan, disons, finalement, la destruction de la nature et les destructions culturelles, ça me semblait vraiment important pour éviter, d'un côté, évidemment, ce qu'on pourrait appeler l'extractivisme, qui est extractiviste, alors je le mets vraiment en très général, qui est responsable du dérèglement climatique ou des dérèglements climatiques, mais pour éviter aussi un préservationnisme à tout crin. Parce que si on ne fait rien, c'est-à-dire si on préserve la forêt, on la sanctuarise, elle va brûler. Et là, c'était toute la polémique qu'il y a eu dans le massif des Morts il y a 2 ans, qui va avoir lieu tout le temps, aujourd'hui encore là récemment, du côté, dans le Gard, etc., à Marseille aussi, du côté de Vitrolles. Comment on fait ? Pourquoi est-ce qu'on nous a dit d'arracher les vignes alors que les vignes, elles arrêtent le feu ? Donc les viticulteurs, on dit c'est la faute de... Vous voyez, en fait, voilà, c'est ça. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut respecter le paysage ? Mais si on le respecte, regardez par exemple dans la Drôme, suite à la pyrale du buis, en fait, vous avez une quantité de combustible, de bois mort hallucinant parce que tous les buis sont morts. Mais c'est une boîte d'allumettes. Donc il faut aller débroussailler, il faut aller nettoyer les forêts, etc. Donc ça, c'est pas du préservationnisme. Mais pour le faire correctement, il faut retrouver finalement une collaboration entre toutes ces personnes, ces cultures qui savaient y faire. Donc c'est pour ça que c'était intéressant, parce que c'était un peu au carrefour de toutes sortes de problématiques qui sont très dissociées aujourd'hui. Alors, on voit bien un enjeu, on parle d'esthétique, mais au fond, on est face à une crise écologique et il y a une difficulté qui est de la rendre sensible. C'est-à-dire que si on lit un rapport du GIEC, si vous procurez le rapport du GIEC, c'est très technique, c'est très compliqué, très vite vous êtes désorienté, il y a des chiffres, des scénarios, des taux de gaz dans l'atmosphère, d'azote. En fait, vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. Et on voit que, par exemple, la question du feu, c'est une manière de passer par l'esthétique, on comprend très bien, c'est élémentaire, c'est basique. La promenade dans une forêt qui a brûlé, on voit tout ce que c'est, ça rend la chose concrète, évidemment sous l'angle de la perte, du deuil d'un lieu qui a brûlé, mais enfin ça rend les choses concrètes, ça rend les choses sensibles. Et on peut dire que c'est un peu le mérite de la bioacoustique dont vous vous êtes occupé, Laurence Paoli, c'est-à-dire qu'on entend l'extinction du monde sauvage. C'est-à-dire que quand on branche des micros à 30 ans de distance dans des forêts, on voit que l'extinction des animaux sauvages, elle s'entend. C'est-à-dire que le spectre sonore a changé. Et tout d'un coup, il y a beaucoup moins de biophonie dans les lieux où on va tendre la perche. Alors, qu'est-ce que cette bioacoustique et les outils qu'on possède nous disent de l'évolution des océans depuis quelques années. Comment... Alors, je pense que la bioacoustique, et je ne me suis pas intéressée à cette partie-là, nous dirait davantage de l'évolution de la Terre, la bioacoustique en l'air, enfin des oiseaux, parce que les océans, on ne savait rien ou pas grand-chose. Donc en fait, la bioacoustique, pour l'instant, elle sert surtout à déterminer qui parle, qui ne parle pas, de quelle façon, la densité d'espèces, leur richesse. En fait, la pollution sonore dans l'océan, je la trouve, alors le mot passionnant fait bondir, mais je la trouve assez passionnante parce que d'une part, elle s'arrête. Quand elle s'arrête, c'est comme pour nous, quand le bruit s'arrête, les choses reviennent à la normale assez rapidement. Et ensuite, parce que c'est une pollution, contrairement à la pollution chimique ou plastique, assez évidente, on comprend tout à fait les effets d'ingurgiter un sac en plastique ou d'être mazouté. En fait, la pollution sonore, pour comprendre son impact, il faut se pencher sur l'autre. Et l'autre, en l'occurrence, c'est la crevette, le poisson, la baleine. Et il faut se pencher sur eux de façon très subtile pour comprendre ce qu'ils sont en train de se dire. D'abord, qu'ils se disent quelque chose et ce qu'ils
qu'ils sont en train de se dire. Donc on est plutôt sur ces prémices-là, c'est-à-dire la compréhension en fait de cet univers et des cultures océaniques qu'on ne connaissait pas. Et donc ça c'est le premier point. Alors on est quand même sur des choses pratiques, c'est-à-dire qu'on a pris conscience maintenant du fait qu'on les gênait, qu'on pouvait les tuer avec nos bruits. On s'en est rendu compte avec ces échouages massifs dits atypiques où vous avez tout d'un coup sur 2 jours quelques dizaines ou quelques centaines d'animaux d'espèces différentes qu'on retrouve échoués, qu'on n'arrive pas à remettre à l'eau parce qu'ils sont complètement désorientés. Bon, on a mis énormément de temps à comprendre, c'est très récent, qu'on ait compris qu'en fait... Alors, soit on provoque des hémorragies cérébrales ou des dommages terribles à l'appareil auditif, soit on leur fait tellement peur, comme pour nous, au fond de l'océan, qu'en fait, ils vont se taper une crise de tachycardie, et ils vont remonter en catastrophe et ils vont faire un accident de décompression. Ouais, on n'imaginait pas du tout que c'était possible. On imaginait que les grandes baleines ne pouvaient pas faire d'accident de décompression. Les grandes baleines, elles savent plonger de façon conscientisée, c'est-à-dire qu'elles vont prendre plus ou moins d'air, réduire les battements de leur cœur, plonger par paliers, remonter par paliers naturels, etc. Vous leur filez un bruit monstrueux, elles se disent « Mon Dieu, quelle horreur !» Elles plongent plus profondément, elles remontent, leur cœur s'accélère, elles se remplissent d'air et elles font des bulles d'azote. Voilà. Et elles font des hémorragies fatales qui les tuent. Mais on a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Donc maintenant, si vous voulez, on réagit. On est plutôt sur cette phase-là où on se dit comment faire pour amoindrir les bruits qui tuent, les bruits qui gênent, les bruits qui masquent la communication. Donc on est en train d'essayer d'étudier péniblement les seuils à ne pas dépasser. Mais bon, nous on est l'espèce humaine, mine de rien, même si on est tous très différents, on est tous très semblables. Et donc on a des critères qu'on peut appliquer, je dirais, schématiquement à tout le monde. Vous n'appliquez pas les mêmes critères de seuil à une crevette et à une baleine, ni même à une larve de coquille Saint-Jacques. On s'est rendu compte que les larves de coquille Saint-Jacques avaient besoin du bruit pour se fixer. Elles flottent, pouf, dans la colonne d'eau comme ça, puis elles écoutent, elles se disent « Tiens, il y a un bruit sympa, je vais me fixer pour me développer ». Vous mettez un chantier d'éoliennes, puisqu'on essaye de sortir des hydrocarbures, donc il faut bien passer par des énergies renouvelables. Eh bien, les éoliennes offshore sont une des solutions, sauf que les éoliennes offshore mettent 2 ans à être construites et font un bruit épouvantable. Donc la larve de coquille Saint-Jacques qui flotte à proximité se dit « Mais quel enfer, attendons que ce bruit cesse pour réécouter ». Elle se fixe pas et on est sur une théorie qui est un nom très mignon mais qui est très explicite, qui est la théorie de la larve désespérée. La larve se désespère, c'est-à-dire qu'elle se fixe au dernier moment, au moment où elle a plus de réserve, elle va mourir et elle se fixe n'importe où. Donc autant vous dire que sa fin est terrible. Et ça c'est quand on fait du battage de pieux, mais quand on fait et c'est là que ça devient très intéressant. Quand on fait du vibrofonçage, visiblement on crée un bruit charmant, mais qui la plante aussi, c'est-à-dire que c'est un bruit artificiel qu'on crée, et ce bruit va l'attirer, elle va se fixer beaucoup plus vite. Donc en fait, tout passe par la connaissance subtile de ces animaux et de ce qui leur plaît, de ce qui ne leur plaît pas, de quelle façon ils utilisent le son, etc. Donc on est en train de chercher des solutions. Donc pour l'instant, si vous voulez, on n'est pas exactement sur le même combat que la bioacoustique terrestre. On essaie juste de faire quand même des banques de sons pour se dire que voilà, ça c'est un estran sain, ça c'est un récif corallien sain, il y a tant d'espèces, etc. Et quand vous avez par exemple un chantier d'éoliennes qui se met là, on vous dit avant c'était comme ça, après le chantier il va falloir que ça redevienne comme ça au niveau sonore. Ça veut dire qu'on va récupérer le même nombre d'espèces, la même richesse, etc., etc. Mais on est plutôt sur des choses de ce type. Et pour en revenir aux cultures, là je fais un saut. Vous disiez effectivement que Joël disait qu'on était en train de perdre des cultures. Il faut savoir qu'on a perdu aussi nous, des cultures océaniques très importantes. C'est-à-dire que, par exemple, les animaux qui vivent très longtemps, comme par exemple les baleines boréales qui peuvent vivre 200 ans, ou des espèces de requins qui vivent très longtemps, les baleines boréales, on a tué les plus grands spécimens. Et en tuant les plus grands spécimens, on a tué la mémoire de ces peuples, de ces populations, parce que c'est donc une culture orale déjà, et puis probablement aussi par geste et par imitation. Et vous tuez la mémoire de ces animaux, vous tuez la mémoire de leur trajet, la mémoire de leur alimentation, la mémoire de leur peur, vous tuez tout ça. Et donc les grandes baleines, les populations de grandes baleines sont probablement en train de réapprendre leur culture, maintenant qu'on leur fiche un peu la paix, parce qu'on a tué cette mémoire-là. En fait, pardon, en vous écoutant, je reviens à cette idée. En fait, il y a un horizon politique. D'une certaine façon, il faut étendre la démocratie entre les espèces. Il faut quasiment un pacte social avec... parce que si le monde est un ensemble de relations,
il faut qu'on apprenne à entrer en relation, enfin, il faut qu'on apprenne la démocratie pour nous d'abord, parce qu'on voit aussi que le déficit de relations, on l'a de plus en plus dans notre société, dans nos sociétés à nous, humains. Je pense qu'on a perdu le sens de la relation. On est entre l'agression et la fusion, mais la relation, c'est ni l'un ni l'autre. Et de fait, en réapprenant la relation, je pense pour nous, il faut qu'on l'élargisse, il faut qu'on l'apprenne avec les autres espèces. Alors moi, je pense immédiatement aux animaux. Hein. Mais comme vous disiez, c'est Joël qui disait ça tout à l'heure, que la contemplation n'est pas suffisante. Parce que la contemplation vous ramène à vous-même. En fait, il faut contempler, certes, mais il faut aussi respecter, être à l'écoute dans tous les sens du terme. Donc, être quand même capable de ce fameux anthropomorphisme qui a été décrié scientifiquement pendant des dizaines et des dizaines d'années, puisqu'en fait, on vous disait, vous ne pouvez pas projeter ce que vous êtes sur les animaux, puisque voilà. Mais en fait, l'anthropomorphisme existe parce qu'il permet d'établir des passerelles, justement. Après, vous avez l'anthropomorphisme dévoyé, comme toute chose, qui fait qu'à un moment donné, vous prêtez à l'autre tous vos sentiments, vos impressions, et vous pensez à sa place. Ça me fait toujours rire quand on dit « je parle à la place des animaux parce qu'ils n'ont pas de voix, je parle pour les sans-voix », mais personne ne vous a demandé de parler pour eux, quoi. Sachez les écouter d'abord, et puis ensuite, vous pourrez peut-être... voilà. Mais non, c'est s'arroger le droit de parler à la place d'une autre espèce et de lui faire dire ce qu'on a envie qu'elle dise. Donc, effectivement... C'est comme la personne qui veut le tableau dans son salon. C'est une anthropomorphisation de possession, c'est-à-dire ce tableau, c'est j'aimerais, ou en tout cas je le vois comme une extension de moi, alors que c'est pas moi. Alors la contemplation, je reviens juste sur nous, c'est délicat, hein, parce que contemplation, en fait, dans ses origines, je vais répondre à votre question sur le christianisme, ça veut dire oraison, et l'oraison, c'est la prière. Donc en fait, si on veut être strict, alors le christianisme a inventé la méditation, enfin inventé, a repris et puis a donné une place très importante à la méditation, qu'elle a opposée à la contemplation. La méditation, elle a un but. Elle veut parvenir à quelque chose. J'emploie des termes qui sont évidemment pas ceux des mystiques chrétiens, mais la méditation, elle veut réussir, elle veut obtenir. On médite les Écritures. Voilà ce qu'on faisait. Hein. Donc c'est pour comprendre le sens des Écritures. La contemplation n'a aucun but. Ni soi, ni même, alors ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a amené même à les considérer comme hérétiques, mais la contemplation ne doit même pas viser Dieu. Parce que si vous visez Dieu, vous faites de Dieu un objet, et un objet, vous l'appropriez. Donc c'est ça qu'on appelle la mystique, c'est comment pouvoir contempler Dieu sans le posséder, donc pour qu'il reste Dieu. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on applique la contemplation à tout ce qu'on dit, donc voir un tableau de Cézanne, entendre une baleine ou regarder son chat, ou être dans un paysage, ou être dans le train et lever la tête de son écran et regarder quand même ce qu'on voit, ça peut être une contemplation, parce que justement, la grande problématique, je parlais du christianisme, c'est celui que je connais le moins mal, mais de la théologie chrétienne, c'était comment je peux contempler Dieu, qui est inaccessible, tout en pouvant quand même contempler quelque chose, Dieu, sans mettre la main sur sa divinité, donc sans la rabaisser. Et je trouve que c'est très intéressant de l'appliquer à notre rapport au monde. Comment je peux contempler sans consommer. J'ajoute juste ça, parce que c'est un peu polémique, mais c'est ce qui fait que moi, je m'oppose à l'émerveillement. Parce que je trouve qu'il y a une forme d'émerveillement, l'effet waouh, rechercher l'émerveillement, je préfère l'admiration. L'émerveillement, c'est encore consommer. C'est demander au monde de m'épater. Voilà. Bien, alors, il va être temps de se tourner vers le public pour recueillir vos questions. Ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est que tout au long de cet échange, on est passé insensiblement de l'esthétique à la politique. En fait, c'est ça qui était le point que nous avions envie de montrer à travers cette discussion, c'est que l'esthétique, ça peut sembler être quelque chose un peu de philistin, c'est-à-dire le monde brûle, tout va mal, il y a le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, mais moi j'écoute Mozart, et c'est fantastique. Vous voyez, c'est-à-dire je suis heureux esthétiquement, je cultive mon jardin, j'ai de la bonne musique, un bon roman, ça me suffit. Bon, mais là, on voit que quand on parle de l'environnement et de la nature, l'esthétique, avec tout ce qu'on a dit sur les méga-feux, sur les océans, sur l'attention, l'admiration pour le vivant, en fait, ça peut engager des lignes d'action. Et c'est intéressant, tout au long de la discussion, on a vu qu'on passait d'un registre à l'autre. De l'esthétique à la politique de manière assez spontanée. Voilà. Donc, j'espère que ça a suscité en vous des questions, des interrogations. Est-ce que certains veulent prendre la parole ?
adresser leurs questions à l'une des intervenantes en particulier. Oui, bonjour à tous. Voilà, je voudrais revenir sur le mot admirable ou admiration tel que Descartes l'employait, et dans la compréhension de Descartes. Moi, en tout cas dans ma compréhension à moi, le mot admirable ou admiration dans le langage courant est employé quand il y a du beau, du bien, de l'extraordinaire, peut-être de l'étrange. Okay. Et vous dites que, enfin, ce que j'en ai compris, que faire preuve d'admiration dans notre rapport au réel était une nécessité pour Descartes. C'est-à-dire que le réel lui-même perdait sa substance si dans le rapport qu'on a avec lui, on n'est pas dans l'admiration. Et je voulais savoir si pour Descartes, le mot admiration avec le même sens que le mot admiration du langage courant, que l'on emploie tous les jours, ou si le seul fait que les choses soient générait de l'admiration chez Descartes. Oui, alors attends, la dernière question, je réfléchis encore 2 secondes. Je réponds, non enfin, je sais pas, oui. Descartes, Oui. je me suis sentie visée, mais il y a peut-être d'autres cartésiennes. Si je vous réponds, je réfléchis encore à votre deuxième membre de question qui est intéressant. Alors, chez Descartes, et puis Joël ajoutera, mais chez Descartes, l'admiration, c'est vraiment le rapport au réel. Ça permet au réel de prendre réalité, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça permet de voir quelque chose. Mais Descartes ajoute, il ne faut pas que l'admiration dure trop longtemps. En fait, l'admiration doit être, et vous l'avez dit, l'aiguillon pour voir et pour connaître. En fait, la question que se pose Descartes, c'est comment faire de la philosophie quand on est Descartes. C'est une question importante, c'est-à-dire quand on est quelqu'un qui veut recommencer de zéro. Parce qu'on pourrait lui dire, le rapport au réel, il est dans les livres, non, dans l'enseignement, dans ce que je crois savoir, dans ma mémoire, dans ce qu'on m'a transmis. Et non, Descartes, il veut recommencer de zéro. Donc, qu'est-ce qu'il a comme outil ? L'admiration. Vous voyez, je pense que l'admiration a ce statut si important chez Descartes parce que c'est quelqu'un qui veut bâtir, enfin qui veut se demander comment on peut savoir quoi que ce soit sans autre secours que ce qu'on a. Et le cogito, c'est pas autre chose. C'est comment je vais pouvoir penser quand j'ai rien d'autre que moi qui pense. C'est pour ça que c'est le point de départ. Donc, vous voyez, l'admiration, c'est si important chez Descartes parce qu'il ne veut pas faire appel. Je pense à son ennemi, Thomas d'Aquin, qui fait appel à la transmission. Quand vous lisez un livre de Thomas, on le voit, rien que le livre. D'abord, ça ne s'appelle pas méditation, ça s'appelle une somme de théologie. Il y a ce qu'a dit Aristote, qu'il appelle le philosophe, généralement ce qu'a dit Augustin, parfois ce qu'on dit d'autres théologiens, on ne va pas rentrer dans le détail, Pierre Lombard, etc., et lui. Donc vous voyez, ce n'est pas l'admiration qui est première pour savoir, c'est tout ce que les autres ont pu dire, c'est la mémoire. Descartes, il veut faire l'inverse. Donc l'admiration, c'est si important chez lui parce que c'est quelqu'un qui est main nue sur la paroi. Il n'a rien d'autre. Donc ça, c'est important. Et puis moi, je le soupçonne, Descartes, je le soupçonne toujours d'entourloupe un peu, pour tout vous dire, c'est un type qui nous enfume beaucoup. Je pense qu'il veut aussi, il parle de lui, c'est-à-dire que sa philosophie va être tellement un contre-courant, tellement extraordinaire, elle sort de l'ordinaire, qu'il a envie de nous mettre dans des bonnes dispositions. Attendez, ce qui va suivre, ça va vous étonner, ça ressemble à rien, ça ressemble pas à ce qu'on vous enseigne à la Sorbonne, mais admirez. Je pense qu'il y a ça. Et puis la troisième chose, c'est que ça ne doit pas durer. Donc il faut que ça aille à la connaissance. C'est le point de départ. Après, pour Descartes, celui qui est trop dans l'admiration, c'est un benet, en fait. Là, il y a une forme de bêtise de l'admiration. C'est le groupie, si on le dit autrement. Alors, merci Laurence. On va prendre une autre question. Je vois qu'il y a un monsieur qui... Oui. Oui, bonjour. Je vous remercie d'abord pour cette rencontre qui est vraiment, vraiment passionnante. Je voulais revenir sur le feu et éventuellement arriver à la politique. Ma remarque, c'est que est-ce qu'on n'a pas toute une vision qui est réduite à la durée de la vie humaine ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas trop souvent tendance à apprécier les problèmes en fonction de ce qu'on ressent dans les limites de notre vie ? Je vous parle de ça parce que dans un feu, notamment en Sibérie, il y a eu des grands méga-feux et on voit que dès
le début du feu, la nature comble déjà ce qui va être détruit. C'est-à-dire qu'il y a des scarabées mangeurs de feu qui passent la barrière du feu, qui vont pondre des larves dans ce qui vient de brûler. Et ces larves, plus tard, attireront les premiers oiseaux. Les premiers oiseaux, dans leurs pattes, vont amener les premières graines. Et grosso modo, au bout de 50 ans, ou un peu plus, une nouvelle forêt est là. Pas la même que l'ancienne, mais une nouvelle forêt est là. Et hier, pour aller dans ce sens-là, le forestier nous disait que les pins qui ont été plantés ici dans cette région pour compenser la perte des forêts anciennes étaient plantés dans l'optique de les supprimer une centaine d'années plus tard pour revenir aux premières espèces. Et le lien avec la politique, c'est est-ce qu'on n'oublie pas que la nature n'a pas le même rythme de vie que nous et que nous avons un peu tendance à l'appréhender au prisme de notre propre vie et que ce n'est pas le rôle du politique d'aller au-delà de notre propre existence pour avoir des programmes lucides, intelligents sur un siècle et demi, comme l'a été par exemple la gestion de la forêt en France. Oui, bah, tout à fait. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous, mais il se trouve que la planète Terre a 4 milliards d'années et qu'elle sera sans doute là dans 4 milliards d'années supplémentaires, et Homo sapiens, c'est 250 000 ans. Donc, effectivement, on raisonne en politique à l'échelle de la vie humaine, à savoir quelles sont les conditions d'existence humaine sur la Terre. On se rend compte que ces conditions d'existence humaine englobent d'autres êtres que nous, aujourd'hui. Bon, en fait, on le sait depuis toujours. Je pense que la démocratie, elle est née de cette conscience-là, d'ailleurs. Mais en fait, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un spécialiste de biologie moléculaire. Il me dit, mais on connaît quelque chose comme 7% du fonctionnement de nos cerveaux aujourd'hui. Je veux dire, la nature est une énigme, elle reste une énigme. La planète Terre est très compliquée. Voilà, on parlait des océans. De toute façon, la disproportion, dans les termes pascaliens, la disproportion entre l'être humain et l'univers qui est le sien est absolument totale. Donc, effectivement, dire on voit les choses à notre échelle, c'est à la fois une nécessité de la survie biologique de l'espèce humaine qui est menacée en tant qu'espèce, au même titre que les grues cendrées. Simplement, nous sommes les acteurs de la destruction de nos conditions d'existence. Et c'est ça le problème qu'on est en train d'essayer de régler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'entendre socialement, politiquement, culturellement, linguistiquement, psychologiquement, etc., pour sauver nos conditions d'existence humaine sur la Terre, ce qui suppose d'ailleurs, mais bon, d'embarquer d'autres espèces. Mais là, c'est clair que les forêts, enfin, je sais pas, les forêts de séquoia, elles vont repousser. Il faut 300 ans pour qu'une forêt de séquoia se reconstitue. Il faut une centaine d'années pour la forêt méditerranéenne, mais c'est pas à mon échelle. Alors après, je peux penser évidemment aux générations futures, mais pour l'instant, les générations futures, finalement, quelles sont-elles ? Quelles sont leurs chances ? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y aura pas de génération future. Il y a quand même une hiérarchisation effectivement des catastrophes. L'éco-anxiété vient qu'on nous bombarde du fait qu'on nous bombarde, encore une fois, d'avertissements à juste titre, de peur de ce qu'on est en train de faire. Mais l'autre jour, je parlais avec David Grémier, qui est un écologue des fonds marins, et qui me disait, mais en fait, il faut quand même hiérarchiser le réchauffement, c'est quelque chose d'important, et il faut politiquement envisager les choses, etc. Mais l'urgence, c'est la surpêche. Donc le réchauffement, nous, tel que là, voilà, on ne va pas le connaître. La réalité du réchauffement terrible qu'on nous dépeint, que nous dépeint GIEC, etc., on ne va pas la connaître. En revanche, la surpêche, on est en plein dedans et on n'en parle pas assez. Donc effectivement, il faut... c'est très compliqué, enfin votre question est très compliquée, parce qu'il faut pouvoir intégrer, enfin, ce que disait Joël, notre vie humaine qui est ce qui compte personnellement pour chacun d'entre nous et puis pour les gens qui nous gouvernent, en même temps avec les grands cycles naturels, en même temps avec les catastrophes entre guillemets qu'on est en train d'organiser. Donc il faut pouvoir réagir à court terme, moyen terme et long terme. Et je ne suis pas effectivement certaine que nos politiques soient très très au point sur ce coup-là, et ils réagissent plutôt sur le court terme et dans l'affolement un peu. Mais il y a les scientifiques sont censés, ou ils réagissent pas du tout, mais les scientifiques sont censés, la science en tout cas, est une des clés normalement pour pouvoir envisager les choses de façon plus cohérente, plus pragmatique, plus hiérarchisée, plus subtile. Encore une fois, c'est toujours ce mot qui me revient, mais c'est quand même ça. Mais alors, j'ajouterais juste, non seulement la politique manque de politique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une inertie politique
très souvent. C'est pas seulement à long terme, mais je trouve que les générations futures, c'est souvent un alibi pour ne rien faire maintenant. Donc la politique manque de politique, mais je pense surtout qu'on manque de morale. La morale, c'est la temporalité de l'urgence, c'est maintenant. Quand vous devez agir moralement, préserver ce qui est, préserver la dignité humaine dans son rapport aux autres espèces, c'est pas « ah ben je verrai demain » ou « je verrai pour les générations futures ». Moi, je pense que la temporalité de l'urgence, c'est celle de la morale, et on en manque. On ne se sent pas suffisamment moralement responsable de nos actes, et ça ne demande pas 300 ans, c'est maintenant. Et puis on veut des réponses toutes faites, c'est tout blanc ou tout noir. La zone grise, qui est pourtant la zone qui est la plus vraie, la plus intéressante, qui est quand même la plus importante, et ben on l'élimine actuellement, on le voit tous, on a besoin de réponses toutes faites, et c'est si t'es pas mon ami, t'es mon ennemi, si c'est pas bien, c'est mal, mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça se situe beaucoup plus au milieu, et ça, c'est pas vendeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a le temps, je pense, pour encore Merci à Yann Manouk pour question. cette question, en tout cas. Yann Manouk qui sera cet après-midi pour la rencontre littéraire. Je crois que Catherine, tu avais une question ? Moi, j'ai une question très basique. Bien évidemment, par impuissance, on ne pouvait pas aller voir les baleines à bosse. Et donc, on allait voir ou le Grand Bleu ou autre chose. Quand on ne voit pas un grand incendie, on va aller voir le film d'Olivier Latch, Viendra le feu, etc. etc. Puis, on a pu avancer et avoir des outils pour aller voir des animaux. Maintenant, je pense aux jeunes générations. Si je peux déjeuner avec des chants d'oiseaux en boîte, je peux aller me doucher avec un vidéoprojecteur qui me projette des baleines à bosse, je peux, voilà, etc., etc. Ma question est la suivante, j'aurais pu la poser à un neuroscientifique, mais c'est vos réponses qui m'intéressent. À l'instar des enfants qui mangeaient des findus en forme de poisson, quel va être le rapport sur le cerveau d'enfants ou de jeunes qui n'auront pas eu ce rapport au réel, mais un rapport à un réel... voilà. Et donc, que penser de l'IA qui maintenant fait des acteurs et des actrices en IA et pourra faire des poissons, des baleines à bosse et des girafes. Voilà, merci. Et du Cézanne. Joël, peut-être cette question disons, d'une relation au monde qui est complètement... En fait, je pense que... Qui passe par des écrans, en fait. Oui, en fait, cette question, c'est sûr qu'on a des quantités de moyens techniques aujourd'hui qui démultiplient les risques de décrochage par rapport au sens de la réalité. Mais le problème, il est posé depuis toujours. C'est la tour de Babel. Comment est-ce qu'on quitte le monde ? Je veux dire, c'est un rêve d'humanité pour en finir avec la mort, en fait. Mais, donc, finalement, est-ce que la problématique est si récente que ça ? Et je pense qu'on a effectivement beaucoup de mal à se départir de ce désir d'éternité. Et se rendre immortel ou éternel, ça dépend des... Voilà, ça suppose effectivement de s'affranchir de la dure réalité biologique, de notre finitude, de la condition terrestre. Et on n'en sort pas, en fait. Je veux dire, cette histoire d'IA, bon, après, ça nous rend des grands services. Bon, il va falloir rester raisonnable, on va dire. Puis, il va falloir apprendre à domestiquer l'outil. Moi, je suis un peu effrayée, je dois avouer, mais en même temps très, très intéressée de ce que ça va donner. Bon, apparemment, c'est promis à un développement totalement exponentiel. Et il est vrai, déjà, sur un mois, que je peux constater des évolutions. Moi, je l'étudie. J'admire. En même temps, j'étudie. On n'a peut-être pas assez insisté, d'ailleurs, sur les liens entre l'admiration et la science. Mais bon. Mais ceci étant, je ne vois pas qu'elle nous rende des services autres que ceux qu'on a cherchés auprès de toutes sortes de récits mythologiques, de religions. Et aujourd'hui, le développement du théologico-politique et de l'intelligence artificielle sont extrêmement, totalement parallèles. Enfin, on sous-estime la place du religieux aujourd'hui. Mais en fait, c'est la religion qui fait la politique aujourd'hui, de plus en plus. Et c'est catastrophique. Là, on est vraiment à la croisée des chemins. Et donc, peut-être que ça témoigne à nouveau, avec de nouveaux instruments, de nouveaux outils, de nouvelles perspectives,
de notre désir de quitter la Terre. Donc on a effectivement toutes sortes le transhumanisme, l'exploration de l'espace, l'intelligence artificielle, l'évangélisme, l'islamisme. Ben voilà, on n'est plus là, quoi. Passons à autre chose. Inventons un monde meilleur. Quittons la Terre. Juste Mais une on chose, peut pas, voilà. je pense qu'il y a une haine du réel. Je pense que la technologie de nos jours nourrit une haine du réel. Quand les musées ont accepté de faire de la réalité augmentée ou des expériences immersives, moi, je vous avoue que j'ai été effrayée. Parce que en quoi j'aurais besoin d'autre chose que de mes sens, et je dis vraiment mes sens, c'est pas uniquement la vue, hein, mes sens, ce que je suis, ma vie, tout ce que j'apporte pour voir un tableau. Je pense que là, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pas la réalité augmentée, elle est diminuée. D'une certaine façon, je pense vraiment qu'il y a une haine du réel dans beaucoup de domaines, mais dans le rapport au monde, à la nature, aux animaux et à l'art. Et même, j'ajoute au texte. Enfin, moi, j'ai des étudiants qui me disent, on n'a pas lu Descartes, mais on a demandé à l'IA de nous faire le résumé. Mais rien ne remplacera le rapport vivant, réel, à un texte, à vous face à un tableau, à vous face à un animal. Je pense vraiment qu'on a des outils qu'on développé. Alors la haine du réel, je dirais comme Joël, on l'a depuis toujours. Je pense que l'humain se définit par une haine du réel. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a créé une culture. C'est parce qu'on ajoute au réel. Mais maintenant, on a les moyens technologiques non seulement de nous éloigner du réel, mais de le haïr, de le détester. Il y a une détestation de la réalité. C'est aussi une des grandes questions qui se posent actuellement par rapport à là. Pareil, je suis plus Sora des pâquerettes, mais c'est sur aller observer la nature. Tous les plus écologistes d'entre nous disent qu'en fait, ça ne sert plus à rien de se déplacer, qu'il ne faut surtout pas de parc zoologique, qu'il ne faut pas aller voir les animaux dans la nature, parce qu'en fait, on peut les voir chez soi. Moi, je suis totalement opposée à cette idée. Ce qui est certain, c'est qu'il faut aller les voir de façon respectueuse, c'est-à-dire aller les voir différemment. Mais je pense que se déconnecter à ce point-là, c'est très très mauvais. Et c'est surtout passer à côté de tout ce qui nous anime au niveau des 5 sens, et qu'on est vraiment, on vit dans notre tête. Et vivre dans notre tête, c'est pas bon. Il faut vivre dans notre tête et dans notre corps. Et notre corps est sollicité quand même par le contact direct à l'autre. Puis en plus, quand on vit dans notre tête, on peut imaginer ce qu'on veut. Et on peut encore une fois faire dire à l'autre ce qu'on veut, quel qu'il soit à l'autre. Et c'est quand même en se confrontant de façon respectueuse qu'on apprend de l'autre. Bon, merci infiniment pour cette matinée passionnante. Merci à vous.